Oublié l'assistance, donc je tiens à remercier également l'assistance pour sa présence. Bon, mon exposé va être centré sur l'aspect climatique et hydrologique du bassin de la Moulouya. Donc j'aborderai l'état des apports pluviométriques des ressources en eau, les ouvrages de mobilisation, et puis j'essaie d'expliquer les facteurs explicatifs et les mesures prises pour lutter contre ce manque d'eau. Bon, comme vous le savez, le Maroc oriental possède un climat tempéré méditerranéen. Donc il est caractérisé par l'ensoleillement, par l'aridité, par le déficit des précipitations, par l'irrégularité, par l'intensité des pluies, etc. Mais un autre phénomène qui est très important, c'est la sécheresse. En août 2024, le taux de remplissage des barrages à l'échelle nationale, donc une moyenne, était de 28%. La raison, c'est qu'il y a peu de pluie. Bon, la sécheresse, on assiste également à l'intensité de cette sécheresse. On a vécu plusieurs périodes, mais cette dernière sécheresse de 6 ans est plus intense. Et un autre point essentiel, c'est que cette sécheresse est devenue un problème structurel. Bon, on en parlait déjà dès les années 80, mais nos politiques n'arrivaient pas à comprendre que la sécheresse est un phénomène structurel. Bon, en examinant cette carte, la carte des étages bioclimatiques, on a 3 types de climats. Un climat saharien, un climat humide, subhumide, le reste, c'est l'aride et le semi-aride. Donc c'est tout simple. Quand on parle de la diminution des précipitations, le taux de précipitation est faible, c'est tout à fait normal en examinant la carte. Bon, si on prend plusieurs stations, Zaïda, Berkine, Gersif, Shrah Hammadia, donc de l'amont de la Moulouya s'étend sur 500 km. Donc là, on a la valeur la plus élevée. Regardez, les valeurs, c'est de 1932 jusqu'à 2015, donc 80-90 ans. Ce n'est pas une période de 30 ans, 40 ans. La valeur la plus élevée à Berkane, 352 comme moyenne, et la valeur la plus faible, 126 mm à Figuy. Donc la représentation graphique nous montre, pour la station de Gersif, qu'il y a une diminution, une tendance vers la baisse. Mais si je subdivise cette période, donc de 1920 à 2018, regardez les dernières années, donc de 80 à 18, on a une courbe ascendante, une augmentation du total pluviométrique. J'ai fait la même chose pour Ain Brimtar. On prend n'importe quelle station au Maroc oriental, si on prend une grande série, on a une diminution à la baisse. Mais si on la décompose, les 30-40 dernières années, on a une tendance à la hausse. Donc là, une tendance à la baisse. Là, c'est la moyenne sur toute la période. Mais si on décompose la série, donc c'est la même chose, on a une augmentation à la hausse. Ça paraît contradictoire, mais on va essayer d'expliquer ça après. Bon, on a fait les moyennes mobiles quinquennales juste pour vous montrer la succession de périodes de sécheresse, les années 40, les années 70-80, et puis la dernière sécheresse. Donc, ça varie d'une station à l'autre, mais en général, on a 2, 3, 4 cycles de sécheresse de 1920 à 2018 ou 2020. C'est 2020 pour cette station. Pour les zones hydrologiques, donc la Moulouya représente à peu près 75%, donc ça c'est le territoire, le secteur d'intervention de l'agence hydraulique de la Moulouya. Les autres petits bassins, Boudinar, Isli, Kis, Jusfana, ils représentent à peine 137 millions de mètres cubes. Bon, là, les apports, on a les barrages, les principaux barrages, les cours d'eau.
On a le minima, le maxima des apports, et puis la moyenne. La Moulouya, en moyenne, on a 864 millions de mètres cubes sur toute la période, parce que les valeurs peuvent varier en fonction de la période sur laquelle on prend. Si on prend 30 ans ou 40 ans, on ne va pas trouver les mêmes valeurs. Pour les apports en eau, donc j'ai fait une courbe de tendance. Notez pour la Moulouya, pour les apports en eau, la Moulouya, il y a une tendance à la hausse. Alors que pour les pluies, on a une tendance à la baisse. Bon, pour les nappes souterraines, M. Labi en a parlé un peu, donc il y a surexploitation. Donc on a des nappes très importantes, mais elles sont surexploitées. Bon, des fois, ils sont surexploités, on dépasse les 100%, comme par exemple Engad, Sidi Bouhouria, Gersif, etc. Toutes les nappes sont exploitées. La nappe d'Ibn Zassen, le couloir de Tawrit l'Ayoun, la chaîne. Mais Engad, Sidi Bouhouria, Gersif, elles sont surexploitées. Bon, on a les ouvrages de mobilisation, on a 5 barrages, là, donc les barrages existants en bleu. On a un barrage projeté, et un en cours, Targa ou Madi. En plus de la surélévation du barrage Mohamed V. Bon, là, quelques photos juste pour le potentiel hydraulique. Et puis les apports, donc là, on a les principaux barrages, et puis leur capacité actuelle. Je prends Mshrah Madi, il y a 8 millions de mètres cubes, mais au départ, en 58, il était à 42 millions de mètres cubes. Mohamed V, 240 actuellement, mais au départ, il était à 730 millions de mètres cubes. Le reste, c'est la base, c'est l'embrasement. Bon, là, j'ai pris la Moulouya juste pour comparer 2023 et 2024. Donc, on a une baisse au bout d'un an, parce que 2024 était une année très sèche, une baisse de moins de 70%. Donc là, c'est juste une représentation graphique. Bon, la situation des barrages, donc le 23 mai, janvier, bon, c'est un peu ancien, mais là, c'est le volume des pluies, donc la période du 13 septembre, du 28 août. Donc là, vous avez l'oriental à profiter, donc il a eu un bon apport pluviométrique. Donc c'est une perturbation qui vient de l'Afrique du Sud-Ouest et qui s'est détournée. Donc elle a pris une direction sud-ouest, elle est passée par la Mauritanie, par la zone sud et pratiquement toute la zone en dessous de l'Atlas, à Benezagora, Tata, Rachidiyat, donc jusqu'à Tendrara, 120 mm. Donc vous voyez la province de Figui qui a reçu 108 mm en moyenne. Bon, comment expliquer ça? Donc nous avons plusieurs facteurs qui expliquent ce manque d'eau, cette pénurie d'eau, ce stress hydrique, etc. Bon, on a la croissance démographique, si l'Arabie a parlé, donc c'est vrai, on est à peu près à 2,5 millions d'habitants. On a l'augmentation des besoins en eau, on a l'eau industrielle, maintenant l'oriental, il y a pas mal d'unités industrielles, et on a le développement touristique. On a l'agriculture, donc l'agriculture qui consomme à peu près 90% de l'eau. Et il y a d'autres problèmes, la pollution, la dégradation des écosystèmes. Si l'Arabie a parlé de l'érosion hydrique, c'est un phénomène, un risque naturel non, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui explique le ruissellement intense des cours d'eau. Donc quand il pleut, la pluie va directement à l'exutoire. Il y a la dégradation des écosystèmes, l'aridité, la succession des années sèches, et puis il y a également les sécheresses. Sécheresses, on a 44, 45, 80, 85, donc vous voyez, c'est des cycles, des périodes de sécheresse. Et on a encore aussi le risque d'inondation, parce qu'il ne pleut pas, et quand il pleut, vous avez 120 mm. C'est pratiquement la moyenne annuelle du Figui. Je vous ai dit Figui 126 mm. À Tendrara, il est tombé 120 mm en 10 jours. Donc, vous voyez, il ne pleut pas. À Zagora, j'étais en début juillet à Zagora, il y a un monsieur qui nous a dit qu'il n'a pas plu pendant 16 mois. 16 mois. Et dernièrement, Zagora, ils ont eu
plus de 200 mm, beaucoup plus que la moyenne annuelle. Bon, là, c'est juste pour montrer quelques périmètres irrigués. Si l'Arbi a parlé de la grande hydraulique, la moyenne hydraulique. Bon, il y a des risques également, des contraintes, diminution des apports. Donc là, sur les 30 dernières années, on assiste à une diminution de 30% des apports pluviométriques. Le bassin du Moyen a peu de possibilités de mobiliser des ressources en eau conventionnelles supplémentaires. Il y a la performance des ouvrages également. On a des barrages, on veut construire des barrages. Il y a le problème d'envasement. Je vous ai dit, Mohamed V était à 730 millions, maintenant il est à 240. Donc vous voyez le taux d'envasement de ce barrage. Pareil pour Mshrah Madi. Et puis il y a des activités économiques, donc on essaie de développer le tourisme. Et tout ça, il y a une concurrence dans la consommation d'eau par tous ces différents secteurs. Bon, là, les mesures prises, qu'est-ce qu'a fait l'État pour diminuer? Donc il y a le projet structurant, donc les grands barrages en cours, donc il y a des barrages en cours. Il y a la surélévation du barrage Mohamed V, il y a un barrage en cours, et puis il y a des petits barrages. Il y a le dessalement de l'eau de mer, la station de Nador, et puis il y a la réutilisation des eaux usées. Bon, c'est la station de Nador, on dit qu'elle sera la deuxième après celle de Casa, donc avec une capacité de 250 millions de mètres cubes par an. On va voir à ce que cette eau de désalinisation, est-ce que c'est pour l'agriculture ou pour l'eau potable? Depuis quelques années, plusieurs cours d'eau de la région de l'Orient tarissent plus de 6 mois et les agriculteurs n'ont plus de quoi alimenter leur culture, surtout en été. Mais en parallèle, on a vu les dernières pluies, l'eau, parce que le barrage sur Gouda ne fonctionne plus, donc toute l'eau est partie en Algérie. Des quantités importantes sont perdues. Toute cette eau qui est tombée est partie en Algérie. Quand vous avez les barrages qui sont remplis, donc si on a un taux de remplissage élevé, on a une sécurité à peu près de 3 ans. On est tranquille pour 3 ans. Bon, là, le volume des pluies est en baisse, et par exemple, en 2022, il a plu à peu près ce que je viens de dire, donc on a une diminution de 30%. Donc si on compare 2022, 23, 24 par rapport à la période normale 30 ans, donc on a une baisse à peu près de 30 ans. On est encore sur l'idée qu'après une mauvaise année va venir une bonne année, donc avant c'était 50%, une année humide, une année sèche. Non, mais maintenant non, on a une année humide et on a 4 années sèches. Mais nos décideurs vivent encore sur cette idée. Donc cette année, c'est une année de sécheresse. L'année prochaine, il va pleuvoir. La sécheresse est devenue donc la normalité. Donc il y a une dominance des années sèches. Les projections des pluies à l'horizon 2050 sont alarmantes. Selon le pire des scénarios, il pourrait pleuvoir 40% moins qu'aujourd'hui. Et la température, bien sûr, va augmenter, l'évapotranspiration pareil. Dans un pays comme le Maroc, franchement, on peut s'attendre à des quantités d'évapotranspiration qui sont en moins de l'ordre des estimations de 2500 à 3000 mm. Et on a vu tout à l'heure, on reçoit en moyenne 350 mm. Donc vous voyez, l'évapotranspiration s'est multipliée par 5 ou par 6. Donc, bien alors, compte tenu de tous ces éléments, on peut se demander si augmenter le nombre de barrages a vraiment un intérêt. Donc, ça, une question. Parce que j'ai dit qu'ils sont remplis à peine à 28%. Et on construit d'autres barrages. Est-ce que ça vaut le coup de construire d'autres alors qu'on a, je donne toujours cet exemple, quelqu'un qui a 100 bâtiments qui sont vides, il n'a pas de locataire, et il construit encore. Donc c'est la même chose, on a des barrages qui sont vides et on veut construire d'autres barrages. Même le ministère de l'Équipement, le ministre de l'Équipement marocain semble en douter. Dans une note publiée en 2019, il conclut que les 37 barrages initialement programmés ne sécurisaient qu'à peine 1 milliard de mètres cubes
par an, loin des 5 milliards prévus par le plan national de l'eau. Donc on devait avoir 5 milliards et non pas 1 milliard. Plus on multiplie le nombre de barrages sur un cours d'eau, en particulier si ce cours d'eau n'est pas très important, si le débit n'est pas très fort, plus on va nuire à la capacité des barrages en aval. La Moulouya. Dans un livre blanc, un groupe d'experts recommandait que les barrages soient construits uniquement au nord du pays. La zone dont vous avez parlé. C'est le nord-ouest, celle qui reçoit à peu près 800 ou 1000 mm par an. Dans les bassins où les ressources en eau de surface ne sont pas entièrement mobilisées. Donc maintenant, on parle du transfert de la zone du nord, donc etc., vers l'oriental. Avant, on parlait avant du transfert de Sbou vers la Moulouya, maintenant Sbou, on transfère vers l'Omarbé, et on parlait du transfert du nord vers l'est. Une recommandation que le Maroc n'a pas retenue, mais les conséquences néfastes de la construction des barrages ne s'arrêtent pas là. Au Maroc, 90% de l'eau des réservoirs est utilisée par l'irrigation. Or, depuis qu'ils existent, ces réservoirs ont incité les agriculteurs à étendre leur surface et donc logiquement à utiliser plus d'eau. Ce qu'a dit M. Harbi tout à l'heure. Donc, on a de l'eau, donc vous voyez le couloir. J'ai vu dernièrement la zone de Bou'nan, Boudnib, des exploitations, des palmeraies, mais des grandes fermes de 300-500 hectares. Et tout le monde pompe. La monoculture. Résultat, le système oisien traditionnel est abandonné. Cela réduit la quantité d'eau qui pénètre dans le sol et ralentit la recharge des nappes phréatiques. Donc une autre conséquence. Pour préserver l'apport en eau potable de la région, les autorités ont coupé les vannes du barrage aux agriculteurs, ici même aussi, sur quasiment la totalité du territoire en juillet. J'ai vu, moi j'allais de Saïdi à Berkane, le canal est coupé pendant 2 mois. Seulement 10% de l'eau des barrages était réservée à l'usage agricole. Ça y est, maintenant, il manque de l'eau. Et quelques images, là. Regardez le barrage. Mohamed V, le 28 août 2024, et juste après les pluies du mois de septembre. Vous voyez? Inti'aj de Mohamed Khamis. Ouadza, à 100%. Juste les dernières pluies du mois de... Et puis, après, il y a un transfert vers la Moulouya de à peu près 18 ou 20 millions de mètres cubes. Donc, il y a 3 barrages qui sont remplis à 100%, donc Hadadi al-Wadza ou Sfesif ou le Kézassi, des petits barrages du côté de Figui. Donc 90% des 370 000 puits agricoles au Maroc sont illégaux. 90% des puits sont illégaux. On parle de la ressource publique, mais c'est privé, l'eau c'est privé. Toutes nos nappes sont sinistrées. On enregistre des baisses très importantes au niveau de nos nappes, selon les régions, de 1 à 3 mètres de baisse par an, avec les nappes phréatiques. Une urgence à laquelle les barrages ne pourront pas clairement à eux seuls répondre. Les autorités marocaines en ont conscience. Nouvelle station de dessalement à Nador, est-ce qu'elle va résoudre le problème? Donc on parle des prix de 4,5 dirhams le mètre cube. C'est bien si on utilise l'énergie solaire ou l'énergie nucléaire. L'eau va coûter 10 fois plus cher que le prix actuel. Est-ce qu'on va désaliniser l'eau pour l'agriculture et produire des petites tomates et de l'avocat, etc. Ça ne vaut pas le coup. Le dessalement n'est pas rentable pour l'agriculture, mais inévitable pour la consommation humaine. En 2023, les habitants de Rabat et Casa ont bien failli être privés d'eau potable. Ils étaient sauvés par l'interconnexion. Donc le transfert de l'eau du bassin de Sbou
vers l'Umm Rabi'a. C'est le modèle agricole même qu'il faut discuter. Le modèle alimentaire, le système alimentaire, c'est l'Abbé en a parlé. Je pense qu'il y a un plan B qu'il faudrait inventer et cette discussion du plan B pour l'instant ne paraît pas sur l'agenda politique. On est encore sur des logiques du passé, un plan B à trouver et rapidement. L'enjeu est immense, donc il faut changer le modèle agricole, il faut changer le modèle alimentaire, il faut tout changer. Monsieur l'Abbé a bien parlé de la problématique. Au Maroc, 40% de la population active dépend directement de l'agriculture. Et voilà, en conclusion, donc nous sommes dans une zone qui connaît une croissance démographique importante. Les ressources en eau sont de plus en plus sous la pression de la croissance démographique, de l'activité économique, de l'intensification de la concurrence entre les usagers. Le développement socio-économique de la zone d'études est étroitement lié à la ressource en eau. Donc on veut développer le tourisme, mais tout ça nécessite des ressources en eau très importantes. Il y a un risque, ou des risques sur les ressources en eau du bassin lié à la diminution des apports. Donc vous voyez, 30 dernières années, diminution de 30% et peut-être 40% les années prochaines. L'impact du changement climatique, des performances des ouvrages de mobilisation et d'exploitation de l'eau. Compte tenu de la rareté de la ressource, phénomène qui s'inscrit dans la durabilité, il convient d'identifier l'ensemble des risques potentiels actuels et leurs tendances dans le futur et les actions de résilience envisageables. Et je vous en remercie.